Ok, donc on se retrouve, si vous étiez sur le stream précédent, pardon, ça a coupé, problème de connexion, donc vous pouvez revenir maintenant. On va vous laisser le temps un peu de revenir sur ce stream de révision, voilà, n'hésitez pas, revenez. On est avec Campus by Canalsat sur Periscope pour réviser le bac philo. C'est un peu les aléas du direct périscopien, hein, c'est que parfois ça saute, parfois voilà, on perd la connexion et on était donc sur un stream où on révise le thème de la culture, de l'art et de la technique. Et en fait, on était en train de répondre à vos questions. Vous avez posé des questions sur Twitter, un hashtag backphilo @canalsat depuis plusieurs jours. Et puis, on était aussi en train de répondre à vos questions, celles que vous posez en direct sur Periscope. Alors, on reprend quelques questions. On s'était arrêté sur une question de Podé Sushi, hein, c'est ça? Oui, exactement. C'était une question de Podé Sushi qui disait l'art ne sert-il uniquement qu'à montrer la réalité? Oui, voilà. Alors l'art, oui. Alors je disais effectivement, parce que le petit run de révision qu'on a fait, c'était sur le texte de Bergson qui explique que l'objet de l'art, c'est de voir la réalité en face. En fait, ça n'est pas que ça. Voir la réalité en face, c'est l'objet de l'art. Dans un sens, c'est ce qu'il nous permet, c'est ce qu'il nous révèle. Mais cette révélation, elle nous permet aussi de libérer notre imagination. Elle nous permet de nous divertir. Elle nous permet de voir les choses donc autrement, donc de nous divertir, de stimuler aussi notre sensibilité, de générer des émotions. Et puis par exemple, l'art nous permet aussi, par la révélation qu'il implique, d'augmenter et d'enrichir nos communications les uns avec les autres. Par exemple, quand vous sortez d'un concert ou quand vous sortez du film au cinéma, vous avez envie de partager, de dire alors t'en as pensé quoi, qu'est-ce que t'as aimé, qu'est-ce que t'as pas aimé. Donc ça stimule et ça favorise la communication. Donc ouais, non, il n'y a pas que voir la réalité en face, il y a aussi tout un ensemble on pourrait dire de vertus assez positives, assez dynamiques de la fréquentation des œuvres d'art. Alors on continue. Est-ce que l'art éloigne du réel? Magali, l'art éloigne-t-il du réel? Alors ça c'est une vraie question et c'est amusant parce que c'est une question qui est posée dès le tout début de la philosophie. C'est une question par exemple qui empêche vachement de dormir Platon. Voilà, Platon n'arrive pas très bien à dormir avec cette question. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles Platon va évacuer, va exclure les poètes, les artistes de sa cité idéale dans la République, dans son gros bouquin La République. Pourquoi? Parce que justement l'art éloigne du réel. Parce que l'art c'est une représentation, nous dit Platon, qui en fait nous met à distance de la réalité, puisqu'au lieu de voir la réalité, on ne voit que des images, que des représentations qui sont des apparences, des illusions. En un sens, si vous êtes du côté de Bergson, dont on a parlé tout à l'heure, et vous pourrez revoir ce dont on en a dit dès demain, parce que tous les streams seront sur la page campus.canalsat.fr, tous ces streams de révision. Si on est du côté de Bergson, au contraire, non, l'art ne nous éloigne pas du réel, c'est au contraire ce qui nous rapproche de ce réel que nous ne voyons pas, que nous ne prenons pas le temps de voir et qui nous permet de mieux voir donc la réalité. Thibaut, ouais, question. Encore une question. Qui a une question. Ouais, on y va. Question de Clarisse. Elle veut savoir comment juger objectivement la valeur d'une culture. Alors, comment juger objectivement de la valeur d'une culture? C'est une question avec beaucoup de choses, parce qu'il y a juger d'abord une culture, ensuite objectivement, et après la valeur. Donc il y a beaucoup de choses à voir. Clarisse, moi je te conseille d'aller relire le petit texte de Lévi-Strauss qui s'appelle Race et Histoire. C'est un petit bouquin, ça fait 40 pages. Et il faut lire surtout le chapitre sur l'ethnocentrisme. En fait, ce qu'explique Lévi-Strauss, c'est que effectivement, chaque culture a comme tendance naturelle le fait de juger les autres cultures par rapport à soi, et surtout de juger que les autres cultures sont inférieures à sa propre culture. C'est ce que Lévi-Strauss appelle l'ethnocentrisme. En fait, l'ethnocentrisme, c'est quoi? C'est comme l'égocentrisme de la culture. Clarisse, je ne sais pas si tu es au lycée, tu prépares le bac, mais imagine dans ta classe, il y a quelqu'un qui ne juge par exemple du look des autres que par rapport à son propre look. Elle est égocentrée au sens où sa seule référence, son seul critère d'évaluation, c'est d'abord à partir de soi. Et tout son environnement ne sera jugé qu'à partir de son propre point de vue. Et bien, quand on fait pareil avec sa culture, on est dans l'ethnocentrisme. C'est ce qui fait dire, par exemple,
à certaines cultures ou civilisations colonisatrices, au XVIIIe, XIXe, que la culture anglaise, française était supérieure aux cultures des pays colonisés. Et en fait, Lévi-Strauss attire notre attention sur le fait que c'est un jugement d'abord, dénué de sens parce que toute culture a cette tendance, et ensuite que c'est absurde parce que tout dépend du critère d'évaluation. C'est pour ça que si tu prends ta question comment juger objectivement, c'est important de se poser la question du critère d'évaluation. Et je termine là-dessus en disant que Lévi-Strauss il prend un exemple. Il dit par exemple les Inuits, ceux qui vivent donc au Groenland, eh bien c'est vrai que technologiquement ils sont un peu moins développés que nous, développés que la civilisation occidentale. Sauf que si on prend comme critère la capacité à vivre dans un espace, dans un environnement climatique hostile, ils sont vachement plus adaptés que nous, ils sont vachement plus développés que nous. Donc de ce point de vue-là, leur culture est supérieure à la nôtre. Donc voilà, la question de la supériorité des cultures, elle dépend en fait du critère qu'on emploie. Et donc voilà, juger d'une culture, juger de la valeur d'une culture, c'est toujours extrêmement délicat. Alors on continue sur Periscope à réviser le bac philo. Vous pouvez poser vos questions. On a encore un peu de temps pour quelques questions. Cristiano ? Oui, il y a Peu de Sushi qui a une question. Elle demande quels sont les auteurs clés pour la notion d'art et culture. Alors, les auteurs clés, à la limite, il y en a beaucoup de philosophes là-dessus. Non, je pense que ce qui est important, c'est d'aller du côté, par exemple, d'Aristote, de la poétique d'Aristote, sur la faculté que nous avons, nous, à représenter le réel. C'est un point important sur lequel réfléchit Aristote. Il faut aller du côté de Kant aussi, de la façon dont Kant, on l'a dit, distingue les objets naturels des objets artificiels, et puis aussi, dans la critique de la faculté de juger, la façon dont Kant parle non seulement du jugement esthétique, mais aussi du génie. Et puis, il faut aller aussi du côté donc, de Bergson, dont on a parlé il y a quelques minutes. On peut aussi aller du côté de Hegel sur son esthétique et sur l'art comme moment dans l'histoire de progression de l'esprit, de la liberté. Donc il n'y a pas tellement d'auteurs clés au sens qui seraient des figures obligées, mais en fait il faut aller vers les auteurs à chaque fois dont les textes vous parlent, vous paraissent lisibles, que vous comprenez, que vous avez envie ensuite de reprendre dans votre réflexion. Voilà. Ouais, autre question. Il y a Hugo qui veut proposer un auteur. Ouais, allons-y. Une notion clé sur l'art et la culture. Et il propose Freud. Est-ce que c'est juste? Alors, oui, il y a une lecture, en tout cas une réflexion freudienne autour de l'art et autour de la culture et de la civilisation. D'abord parce que Freud a écrit un livre qui s'appelle Malaise dans la culture ou Malaise dans la civilisation, qui est, ça dépend de la traduction. Et ensuite parce que il y a toute une lecture aussi ou une interprétation de l'art comme étant par Freud lui-même la possibilité ou de sublimer des pulsions, des pulsions qui seraient difficiles à concilier avec la réalité. En fait, si vous voulez réviser un peu de Freud, vous pouvez aller revoir le stream juste avant, de 14h30, où on a fait un petit run de révision sur Freud. Vous pourrez le revoir dès demain donc, sur la page campus.canalsat.fr. Mais en gros, l'idée c'est que Freud nous explique qu'on est traversé par des pulsions, par des désirs, et que ces pulsions, elles ne sont pas toutes compatibles avec la réalité. En revanche, je peux trouver dans l'expression artistique la possibilité de sublimer cette pulsion, c'est-à-dire de trouver en fait une forme d'expression qui soit compatible avec la réalité sociale et morale de mon temps. On a par exemple, je sais qu'il existe une lecture psychanalytique comme ça du travail de Picasso. Picasso, vous savez, qui déstructure un peu les visages avec les oreilles et le nez sur le même plan, enfin tout ça, voilà. Et une façon d'expliquer ça, c'est d'expliquer que, en fait, voilà, le désir qu'a Picasso pour les femmes qu'il représente est tel qu'il voudrait les posséder complètement, dans toutes leurs dimensions, et finalement les représenter de façon cubiste, entre guillemets, c'est-à-dire en aplatissant la troisième dimension et en mettant tout sur le même plan. C'est une façon d'exprimer son désir de maîtrise, son désir de possession, et de révéler finalement une nouvelle façon de vivre ce désir-là. Voilà. Alors, on a dit... on continue de répondre à vos questions. On y va, question, Cristiano. Audrey. Ouais. Elle veut savoir si on peut réduire l'art à la technique. Alors ça c'est marrant, c'est vraiment une question qui peut faire l'objet d'un sujet de bac. Tout est dans le réduire.
Réduire, ça voudrait dire qu'il n'y a dans l'art que l'expression d'une technique. Par exemple, les artistes, ça serait des techniciens assez géniaux. Ils seraient voilà, plus techniciens que les autres, et c'est pour ça qu'en fait, on les appellerait des artistes. S'il y a dans toute expression artistique l'expression d'une technique ou la mise en place d'une technique, hein, c'est difficile par exemple de faire du violon si on n'a pas la technique du violoniste, c'est difficile d'être un bon peintre si on ne maîtrise pas un certain nombre de techniques d'illustration et de techniques picturales, le clair-obscur, le rapport des couleurs entre elles, etc. C'est difficile par exemple d'être un grand réalisateur de cinéma si on ne maîtrise pas la technique au cinéma, ou d'être un grand acteur si on ne maîtrise pas la technique de l'interprétation de comédie. Mais il y a quelque chose de plus dans l'expression artistique qui ne se réduit justement pas à la technique, alors qu'on appelle le génie ou le talent. Et là, de ce point de vue-là, on a plusieurs explications possibles, mais c'est important de préserver ça parce que c'est en même temps ce qui permet de préserver quelque chose comme une valeur ou comme une identité propre de l'art par rapport à tous les autres objets que les hommes sont capables de fabriquer. En fait, si l'art n'est que du travail, alors on est tous potentiellement artistes, et si on est tous potentiellement artistes, finalement, ça relativise beaucoup la valeur de l'art. Voilà. Donc, toujours encore quelques questions, peut-être encore une ou deux questions. N'hésitez pas, allez-y, hein, vous pouvez les poser sur Twitter, ou vous pouvez aussi les poser sur Periscope avec vos petits pouces là sur votre smartphone. Bon, je vous laisse avec vos petites questions. On se reverra tout à l'heure pour répondre à d'autres questions. En attendant, je vous aime moi aussi et vous m'avez envoyé plein de cœurs. Thibaut, il y a une dernière question. Ah, une dernière question, alors, on y va. Donc il y a Zeo LGN qui demande « L'usage de la raison est-il nécessaire au bonheur ?» L'usage de la raison est-il nécessaire au bonheur? Alors, l'USEN SGO 42 000, je te conseille, je te propose de revenir tout à l'heure sur les coups de 21h, puisqu'on parlera du bonheur. Enfin, il y a un stream de révision autour du bonheur, donc je te propose de venir tout à l'heure. En tout cas, la question, c'est de savoir est-ce qu'on a besoin de notre raison pour être heureux. C'est en fait il faut comment dire, d'abord situer le rôle de la raison. La raison, elle peut être un allié si elle te permet de distinguer, de discerner, de calculer ce qui peut te rendre heureux et ce qui peut te rendre plus malheureux qu'heureux. Voilà. On en reparle tout à l'heure, hein, n'hésite pas à revenir sur le stream de début de soirée qui sera dédié juste au bonheur. Voilà. Alors, on répond à vos questions. Je voulais juste vous remercier de vous envoyer plein de cœurs. Alors moi aussi, je vais vous envoyer des cœurs. Alors attention, restez pas trop près de votre écran parce que ça va faire tomber des cœurs de partout. Voilà, merci pour tous vos petits cœurs. C'est quand même ça qui est génial, c'est qu'on peut se dire qu'on s'aime hein, sur Periscope. Donc voilà, on révise le bac philo avec Campus by Canalsat, il y en a partout. Vous avez donc pu poser des questions, continuez à poser des questions. Je suis désolé pour tous ceux qui ont failli faire une crise cardiaque, qui ont perdu un tympan. Posez vos questions. Si vous posez vos questions avec le hashtag BacPhilo à Canalsat, vous pouvez gagner des super lots comme des week-ends à Barcelone ou des Polaroids. Et puis j'essaierai d'y répondre dans les prochains streams. Je vous propose un petit jeu maintenant. Je vous propose un petit jeu autour de l'art, donc justement. Je vous propose de me dire ce que vous voyez. Je vais vous proposer plusieurs images avec voilà, des tableaux de grands peintres. Et je vous propose donc de me dire d'abord qui c'est, si vous savez, qui a peint, quel est l'auteur, qui est l'artiste qui est l'auteur de l'œuvre, et puis qu'est-ce que vous voyez, allez-y, lâchez-vous, faites-vous plaisir, puisque c'est aussi ça, la fréquentation des œuvres d'art, c'est laisser libre cours à notre imagination et aussi stimuler notre jugement esthétique, notre capacité à interpréter ce que l'on voit du point de vue donc de notre sensibilité, de notre raison et de notre partage, voilà, notre communication. Alors allez-y, on y va. Première image, qu'est-ce que vous voyez? Alors c'est une image que peut-être votre prof vous a montré, vous avez vu dans des bouquins. Alors oui, effectivement, vous ne vous trompez pas, vous ne rêvez pas. C'est un.
Un urinoir? Non, en fait, le titre de cette sculpture, c'est Fontaine. Ouais, Fontaine. Voilà. Un pissoir, un urinoir, voilà. On parle donc de Duchamp. Voilà, c'est Marcel Duchamp qui propose cet urinoir en fait au Salon de New York, qui était un salon où on pouvait venir, si on payait voilà, 10$, on pouvait venir exposer son travail d'artiste. Et Duchamp prend la règle du jeu justement au mot, il vient avec cet urinoir, il paye 10$, il le pose sur un cube et il dit voilà, c'est mon œuvre. Et en un sens, voilà, on a envie de dire non, c'est pas une œuvre d'art, puisque voilà, ça correspond à rien de ce qu'on appelle couramment une œuvre d'art. N'empêche que c'est bien Duchamp qui a décidé de le présenter de cette manière-là. Et puis, Duchamp, il nous dit, en fait, tout dépend de la façon dont vous la voyez. Soit vous le voyez comme un urinoir, soit vous le voyez comme une fontaine. Et c'est important parce que ça nous renvoie à cette idée que c'est aussi le regard qui constitue l'œuvre en œuvre d'art. Voilà, Duchamp dit, c'est les regardeurs, ceux qui regardent, qui constituent les objets en œuvre d'art. Notre regard à nous, de spectateurs, est important pour constituer l'objet fabriqué, quel qu'il soit, en œuvre d'art. Voilà, deuxième image. On y va, donc attention, il y a un piège dans toutes ces images, donc il faudra être vigilant. Et le piège, c'est pas la première. Hein, voilà. Donc deuxième image, donc c'est un tableau, voilà, et je vous aide un peu. Allez, il est exposé en Espagne. Voilà, qu'est-ce que vous voyez? Une pomme, une tête. Je vais faire pareil avec mon lavabo. Je ne sais pas très bien ce que tu veux dire, Tanguy. Ah, Hugo, tu me dis Miro. Bravo, Hugo, tu as raison. C'est Joan Miró, donc un peintre espagnol, qui nous propose ce travail-là. Ici, on a en fait un travail autour, voilà, tout simplement de la forme, de la couleur et de la façon dont simplement on peut mettre en scène des formes très simples, des couleurs très simples, pour donner à voir ce qu'on voit plus souvent, comme disait Bergson, c'est-à-dire tout simplement en fait la réalité du visible. Ce qui constitue le visible, c'est les couleurs et les formes. Il y a Edouard qui trouve que c'est un smiley mal fait. Ouais, alors le problème c'est que juste Miro, à mon avis, il aurait peut-être sans doute adoré les smileys, mais il est mort un peu trop tôt, puisqu'il est mort et il n'est pas encore les smileys. Mais c'est vrai que ça ressemble un peu à des smileys. Mais ça c'est amusant parce que, en fait, le problème des smileys, c'est vrai que ça permet de communiquer un certain nombre d'émotions, etc. C'est créatif, mais en fait, ils sont conventionnels, les smileys. C'est-à-dire qu'on a tous les mêmes pour exprimer des choses pourtant différentes. En fait, les smileys, un smiley, c'est de l'anti-art. Parce qu'au contraire, l'artiste, il va lui choisir son propre mode d'expression. Il n'a pas besoin d'utiliser un répertoire fini et conventionnel de smiley. Il va trouver, en fait, il va inventer son propre smiley. Voilà. Petite remarque en passant. Troisième image, on y va. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? Vous connaissez ce tableau, hein, c'est un tableau assez célèbre. Il y a un piège, hein, évidemment, puisque comment dire, on vous demande de voir ce que vous voyez. En même temps, on vous dit que ce que vous pourriez voir n'est pas exactement ce que vous croyez voir. Donc voilà, voilà, une pipe, l'image d'une pipe. Alors oui, Rachel, tu as raison, c'est Magritte. Et ce n'est pas une pipe. Alors effectivement, c'est effectivement Magritte, hein, un peintre, voilà, Magritte, surréaliste, un peu comme Dali. Et c'est effectivement pas une pipe parce que en fait c'est pas une pipe. Vous pouvez pas mettre du tabac dedans et essayer de l'allumer pour la fumer, ça marchera pas. Donc c'est pas une pipe, mais c'est une pipe. Voilà. Donc Magritte tout simplement attire notre attention sur le fait que, comme on le disait tout à l'heure, l'art n'est pas le réel, mais l'art entretient un certain rapport de doublure ou de redoublement du réel. Et ce doublure ou ce redoublement du réel, en fait, il permet tout simplement de voir le monde et les choses autrement. Allez, cinquième image, on y va. Non, quatrième image, pardon. Un peu. Voilà, alors là c'est un grand tableau tout noir. C'est tout noir. Voilà. C'est tout noir, tout noir. Si tu n'as rien vu en art en classe, profite-en, c'est le moment. Donc, qui est l'auteur de ce tableau? Eh ben, il n'y a pas beaucoup de suggestions. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez rien. Oui, alors c'est tout noir. Quand c'est tout noir, on ne voit rien. Sauf que si vous regardez vraiment de près, moi je peux bien le voir. En fait, on voit des stries un peu comme. En fait, c'est Pierre Soulages, le peintre. Voilà. Pierre Soulages, un peintre français. Et en passant, hein, c'est un des peintres français qui vend ses tableaux le plus cher dans le monde aujourd'hui, toujours vivant. En fait, c'est sa période noire, donc voilà, c'est un peu rigolo, mais si vous regardez précisément, en fait, il prend des brosses avec de la peinture noire, il fait des grandes stries,
Et dans l'estrie, à l'intérieur du noir, il fait surgir quelque chose d'assez incroyable qui est la lumière. Voilà, il donne tout simplement la lumière à voir. Donc, ouais. Il y a Lauriane qui demande si on peut parler des tableaux dans des dissertations dont le sujet est l'art. Ah bah il faut en tout cas dans une dissertation sur l'art, n'hésitez pas à prendre des exemples d'œuvres d'art et de n'importe quel registre. Ça peut être de la littérature, ça peut être de la musique, de la sculpture, de la peinture. Voilà, vous pouvez parler de séries télé ou de cinéma en tant qu'objet de fiction, objet d'art. Il faut simplement toujours être capable d'en dire quelque chose d'intéressant ou de pertinent. Voilà, allez, on continue. Dernière image, qu'est-ce que vous voyez et qui est l'auteur de cette œuvre d'art? C'est pas facile, hein, c'est pas facile. C'est un artiste peu connu mais prometteur. Alors oui, ça ressemble encore à du Miro, je suis d'accord. Arnaud Gélineau, tu as raison, c'est un enfant. Voilà. Il n'a pas 3 ans, mais il a 6 ans. Et c'est mon fils. Voilà. Ma bataille, je ne sais pas encore, mais en tout cas, voilà. C'est mon fils, Constant. Constant, tu ne me regardes pas parce que tu es à la maternelle, mais voilà, c'est une petite dédicace pour toi. Je trouve que tu es très beau ce tableau. Tu vois, j'ai pris dans ta chambre avec mon appareil et je suis très fier de le montrer à tout le monde sur Periscope. Et effectivement, c'était un travail en tout cas de la maîtresse qui était inspiré de Miro. Voilà. On est toujours en train de réviser le bac philo. On est sur Periscope avec Campus by CanalSat. On fait un petit stream de révision. Je voudrais terminer ce stream par vous donner quelques trucs de méthode, quelques conseils de méthode pour bien réussir votre introduction de dissertation. Voilà, je sais que ça en empêche certains de dormir. Il ne faut pas paniquer. En fait, je vais vous donner 3 trucs. Dans une introduction, il faut 3 piliers, il faut 3 ingrédients indispensables pour qu'elle ait du goût et pour qu'elle soit réussie. Le premier truc, hein, c'est d'accrocher. Premier paragraphe, votre premier paragraphe d'introduction, c'est ce qu'on appelle l'accroche. Vous devez accrocher votre lecteur. C'est donc la première chose à faire, c'est le petit point méthodo. Alors nous, on a une petite tradition maintenant dans ce stream, hein, quand c'est le point méthodo, on a une petite alerte méthodo. Voilà, ça veut dire que quoi que vous fassiez, arrêtez tout, sortez un crayon, de quoi écrire, parce que je vous donne des trucs pour pas vous planter sur la disserte ou l'explication de texte, des petits trucs de méthode. Donc j'étais en train de vous donner des trucs sur les 3 piliers de l'introduction d'une disserte. Premier truc, premier pilier, donc premier paragraphe, vous devez accrocher votre correcteur. Pour ça, vous allez faire un paragraphe qui fait à peu près 5, 7, 8 lignes, dans lesquelles vous allez en fait essayer de trouver une accroche. Alors, moi je vous déconseille, et tout le monde vous a déconseillé, de commencer par de tout temps, les hommes, voilà, ou commencer par un proverbe, quand on veut, on peut, etc. Bon, c'est un peu bateau, quoi, c'est un peu plan-plan. Moi je vous propose de partir plutôt ou bien d'une référence à l'actualité, ou bien de poser une question, ou bien de partir directement cash comme ça, allez, on n'a pas peur, hein, d'une citation. Ouais. Il y a Trendy Crystal qui demande si on peut utiliser une corde pour accrocher notre correcteur. Non, parce que votre correcteur, en fait, jusqu'à ce qu'il ait corrigé votre copie, c'est votre meilleur ami, hein, vous l'aimez. Hein. Vous voulez qu'il vous donne une super note, donc votre correcteur, c'est grand respect pour lui, jusqu'à ce qu'il ait terminé votre copie, de corriger votre copie. Donc, soyez, on en parlera tout à l'heure dans un autre point méthodo, mais soyez hyper respectueux et hyper attentif à votre correcteur, parce que c'est lui vraiment qui va vous donner des points sur votre copie. Donc on commence avec une bonne accroche, et une bonne accroche, c'est quelque chose qui va attirer l'attention. Quand on corrige le bac, on a entre 100 et 180 copies à corriger en 2 semaines et demie, il fait beau, on en a marre, il fait chaud, on a envie d'être en vacances, et donc on est vraiment à la recherche de ces copies qui vont comme ça attirer notre attention, pimenter notre envie d'aller au bout de la copie, donc ça commence par une bonne accroche. Deuxième truc, deuxième paragraphe, c'est la problématique. La problématique, j'en ai parlé dans le stream précédent, donc vous pourrez le retrouver demain sur campus.canalsat.fr, comment on fait une problématique. Là, c'est le moment de la mettre. C'est le deuxième paragraphe de votre intro. Vous devez annoncer votre problématique, vous devez la monter. Et pour ça, en fait, vous devez tout simplement la formuler de la façon la plus claire possible. Là encore, ça fait entre 5 et 8-10 lignes. Et on en profite pour être le plus clair possible, le plus synthétique possible, et éviter absolument de répéter la question du sujet. C'est-à-dire la problématique, c'est pas juste la question du sujet. Hein. Vous devez avoir transformé, j'ai dit tout à l'heure, la question du sujet
en problème philosophique. Thibaut, Ouais. Autre question. dans le chat, on se demande si tu seras correcteur au bac philo. Alors, cette année, non, je ne serai pas correcteur au bac philo. J'ai corrigé pendant 11 ans le bac philo. Et je serai de nouveau correcteur l'année prochaine. Donc, pas de souci, vous pouvez remettre dans vos copies tout ce que je vous dis. Voilà, je ne pourrai pas vous reconnaître. Mais voilà, c'est l'expérience des 150 copies à faire en 2 semaines et demie alors qu'il fait chaud et qu'il fait beau. Ça, c'est du vécu pendant de nombreuses années. D'autres questions? Ouais, il y a Pot de Sushi qui demande combien de lignes à peu près pour l'accroche. L'accroche entre 5 et 8 lignes. En fait, il en faut suffisamment pour que vous puissiez quand même un tout petit peu présenter le sujet, définir les termes importants dans cette accroche. En même temps, il ne faut pas qu'on ait l'impression que la copie commence sans avoir justement eu la problématique. Et Donc, 8 voilà, lignes, il faut... 8 lignes, c'est pas trop long, elle demande. Non, enfin, parce que quand je parle d'accroche, je parle de ce premier paragraphe où vous allez attirer l'attention de votre correcteur et où vous allez commencer à présenter, à définir les termes du sujet. Et c'est parce que vous aurez bien fait ça qu'ensuite la problématique viendra beaucoup plus facilement dans le 2e paragraphe. Voilà. 3e paragraphe, enfin, c'est le moment d'annoncer votre plan. Alors ça c'est important, hein, donc voilà, si vous arrivez sur Periscope, là c'est important puisqu'on est en train de donner des conseils de révision de bac, et là je vous donne le 3e truc pour bien réussir votre introduction de dissert. Il faut annoncer le plan. Alors annoncer le plan, c'est pas juste dire dans une première partie on va voir que, dans une 2e partie on va voir que, et éventuellement peut-être un jour dans une 3e partie, si on a le temps, on verra que. Hein. Là, vous allez endormir tout le monde. Alors le plan, je ferai le prochain point méthode dans le prochain stream, là tout à l'heure, à 19h. Je vous donnerai des trucs de conseils, hein, de méthodes pour bien construire votre plan. Mais donc, ouais, Lauriane Pokora, je suis d'accord avec toi, il faut présenter le plan sous forme de questions. Hein. C'est la façon la plus dynamique et c'est celle qui va distinguer votre copie de toutes les autres. C'est ce qu'il faut faire. Donc voilà, des cœurs pour Lauriane. Il faut présenter le plan sous forme de questions. Donc en fait, simplement, vous pouvez au brouillon écrire dans une première partie, on va voir que dans une 2e partie, voilà, vous l'écrivez au brouillon, ça, et en fait, vous le transformez en question, en disant, voilà, quelque chose comme, pour commencer, ne faut-il pas se rendre compte que, puis cela ne va-t-il pas nous conduire à nous rendre compte que, etc. C'est un peu artificiel, c'est un peu scolaire, mais je vous assure que ça attire l'attention et ça donne envie de lire la suite. En fait, ça doit être ça, votre règle. À chaque fois que vous écrivez une ligne de votre dissert, de votre copie, vous devez vous assurer que vous donnez envie au correcteur de lire la suite. Vous devez l'impliquer, l'engager dans votre copie. C'est comme ça qu'il vous lira précisément et que donc il pourra vous corriger le mieux possible. Voilà, je récapitule mes 3 points. Une bonne intro dans une disserte, elle doit avoir un paragraphe d'accroche dans lequel on définit les termes du sujet, un paragraphe où on montre le problème philosophique du sujet, et enfin un paragraphe où on annonce le plan. Voilà, on termine ce 3e stream de révision du bac philo. On est avec Campus by CanalSat. Vous pouvez donc nous retrouver dans à peu près 1 heure, à une grosse heure. En attendant, vous pouvez poser vos questions. Le prochain thème, ça sera sur la liberté. Donc voilà, allez-y, n'hésitez pas, tout ce que vous voulez savoir autour de la liberté. Vous pouvez poser vos questions sur Twitter, #bacphilo @canalsat. Vous pouvez, en posant ces questions, gagner des lots. Hein. Il y a un week-end à Barcelone, des Polaroids. Et puis, il faut aussi que vous votiez sur Twitter pour le prochain défi que vous allez me donner et que je vais essayer de relever. Donc, vous avez le choix. On va parler de la liberté. Donc, voilà. Ou bien, vous me scotchez, je tourne sur une chaise tournante jusqu'à ne plus savoir très bien comment je m'appelle ni où je suis. Votez donc sur Twitter pour ce défilo. On se retrouve donc dans 1 heure. Continuez d'ici là à bien travailler et puis revenez nous voir. Partagez le lien aussi et voilà, plus on est de fous, plus on rira et plus les révisions seront sympas. Allez, à tout à l'heure. Ciao!